Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot radiophonique, le Moritoro tous les jours sur RBS de 17h à 18h pour parler de l'Euro 2016, des matchs qui se sont déroulés la veille, des matchs qui se dérouleront aujourd'hui, enfin un petit peu l'actu du tournoi avec des débats, des commentaires, etc. On fera une revue un petit peu de ce qui s'est passé, on a eu des envoyés spéciaux, puisque Sergio était par exemple au stade pour voir Italie-Belgique bien sûr hier. Salut Sergio. Salut à tous. Voilà, j'espère que l'ambiance était bonne, on va en parler de toute façon dans quelques instants. On a également Valentin qui est avec nous aujourd'hui. Salut Valentin. Salut à tous. Et nous avons Mathieu qui est présent à ce micro également. Salut Mathieu. Bonjour à tous et salut Paolo. Voilà, alors l'actualité de l'Euro qui bat son plein. Toujours des scores aujourd'hui, un petit peu... C'est la première fois qu'il n'y a pas de match à 15h. Voilà, effectivement, c'est une anomalie aujourd'hui, pas de match à 15h, alors que sur les phases de poule, première journée, deuxième journée, il y a toujours un match à 15h. Là, c'est un petit peu une anomalie puisque le match d'ouverture était le seul match de vendredi, donc du coup, il y a eu un petit décalage. En tout cas, c'est pas grave. On aura tout à l'heure Autriche-Hongrie à 18h et à 21h Portugal-Islande. Hier, les résultats de la journée d'hier, on a eu tout d'abord à 15h un Espagne-République tchèque qu'on a pu commenter déjà hier puisque le match s'était déroulé à 15h, donc l'Espagne a battu la République tchèque 1-0, c'est un petit rappel. Et puis en soirée, tout d'abord c'était le match Irlande contre Suède, donc la Suède et l'Irlande ont fait match nul 1 partout, et ensuite à 21h on a eu ce match Italie contre la Belgique, victoire de l'Italie 2-0, belle victoire italienne finalement pour l'entrée en jeu de ces deux équipes. Je vous propose d'en parler sans transition sur ce match. Voilà, Italie-Belgique 2-0 pour l'Italie. Tout le monde a vu le match, donc du coup c'est bien, tout le monde est informé de ce qui s'est passé. Je lance le débat un petit peu en vrac. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Victoire méritée pour l'Italie, Sergio? Complètement, même si ça aurait pu tourner différemment sur la grosse occasion de Lukaku. Pour faire simple, pour moi c'est Antonio Conte qui a gagné ce match et Marc Wilmots qui l'a complètement perdu, vu que j'étais avec un ami. J'ai eu la chance de beaucoup observer l'année dernière le LOSC et notamment Divock Origi, et quand il fait ce changement, c'est là qu'il perd le match. Pourquoi? Parce que Divock c'est pas quelqu'un qui joue dans une défense basse. Il a eu deux grosses occasions, dont une tête décroisée. Je pense que si Lukaku ou Batshuayi là, ça termine dedans. Ou Benteke, exactement. Alors que Divock, c'est pas du tout son registre. C'est un garçon qui a besoin de profondeur. C'est un TGV. Enfin, moi, je l'appelais le TGV l'année dernière. Ça va à 1000 à l'heure. Mais quelle maladresse dans le dernier geste. Il y a une autre chose qui m'a vraiment choqué, c'est d'avoir laissé Kevin De Bruyne sur le terrain, qui était vraiment nul, mauvais choix. Beaucoup de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau. Attention, Eden Hazard quand même. Moi, j'ai changé toute l'équipe, quelque part. Eden Hazard, il y a eu des très bonnes choses, notamment l'attitude, ça n'allait pas. Et on sentait qu'il se posait des questions, qu'il haranguait les foules. À un moment, je crois que c'est lui qui crée le décalage sur le face-à-face de Lukaku. C'est lui qui met la passe, entre guillemets, la plus difficile pour De Bruyne. De Bruyne qui a plus qu'à mettre à Lukaku. Certes, c'est plus Eden Hazard qui élimine 4 joueurs sur le côté, mais c'est quelqu'un qui a été très dangereux dans ses choix de passe et dans justement sa dernière passe. Donc je le trouve pas si mauvais. Je pense que quand on regarde le match, c'est pas lui qu'il faut tirer dessus, c'est plus De Bruyne qui a eu des maladresses telles, qui a pas passé un dribble. Et surtout, comme je disais, j'ai beaucoup aimé l'entame de l'Italie. On aurait pu penser qu'ils seraient restés derrière à attendre. Non, ils ont essayé d'appuyer où ça faisait mal sur la défense belge et ils ont bien fait. Et derrière, après l'ouverture du score à la 60e, ils ont fait leur bloc et ils ont contré. Donc on a vu deux Italies, une Italie qui a pris le jeu à son compte, qui a eu des phases de possession, une Italie qui est restée en place. Je pense que si l'Italie reste en place dès le début, ils perdent, parce que subir constamment, tu peux pas le faire 90 minutes. Mais là, en ayant varié, ça a payé. Et encore une fois, cette défense de la Juve, 3 défenseurs centraux, un gardien. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Exactement. T'imagines? Ils se connaissent, 50 matchs cette année en club. L'année dernière, c'est vraiment une muraille. Ouais. Tu peux gagner l'Euro sur ça, très clairement. Un Jack Herini aussi qui a joué à la Juventus, qui connaît aussi ces joueurs. C'est quand même un peu le mec qui sort de nulle part, parce qu'il était à Sunderland pendant quelques saisons avec Di Canio. Il a rien fait là-bas. Il est revenu cette saison à Bologne. Pas mauvais, il y a Bologne, beaucoup de mecs qui sortent de nulle part. T'as un Eder qui n'aurait jamais dû jouer l'Euro. Enfin,
dans n'importe quelle sélection il le jouerait pas, il a pas fait une grosse saison à l'Inter. Bah il était remplaçant à l'Inter pendant 6 mois, il a bien avant, joué à la Sampdoria, Sampdoria, première partie de saison convaincante avec une dizaine de buts, mais après transfert à l'Inter, on l'a plus vu du tout. T'as un Ciro Immobilier qui a fait quoi cette saison? Pas grand chose. Immobilier qui qu'il a mis un but de Séville où il était remplaçant au Torino où il a marqué 2-3 buts mais sans que ce soit vraiment hyper convaincant. Super rentrée en plus. Donc bonne entrée de Ciro Immobilier. Mais c'est vrai que sur la sélection d'Eder, on peut s'interroger, c'est clair. Peut-être ton point de vue, Valentin. Moi, j'ai vu quelques matchs depuis le début de l'année et je trouve que effectivement, je suis d'accord avec Serge sur c'est l'opposition tactique que l'Italie a opposée à la Belgique, et Conte a largement gagné cette opposition tactique, ne serait-ce que voilà dans les phases offensives et dans les phases défensives, ils ont largement dominé ça. Il y a quelques interrogations quand même pour la suite. Enfin voilà, l'Italie, on va pas les mettre non plus champions tout de suite. Je trouve que. Je pense que s'ils jouent la Suède et que la Suède leur laisse le ballon, ça risque d'être compliqué, par exemple. Enfin, tu penses que par exemple, jouer un plus fort, c'est plus facile pour eux que. Sur certaines individualités et prises de risque, il y a un moment, il y a Chiellini qui fait une montée. Un rush jusque presque dans la surface adverse, et derrière il y a une possibilité de contre. Ils ont failli se prendre le but à cause de ça. C'est sur Batshuayi, hein. C'est sur le face à face de Lukaku. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'action ensuite. Donc voilà, moi c'est le plus beau match pour moi que j'ai pu voir, parce que aussi il y avait un dynamisme, ça allait vraiment dans tous les sens d'un côté à l'autre, et il n'y a pas eu comme dans d'autres matchs des fois une attaque défense où ça bougeait pas trop, et on a eu deux équipes d'un niveau on va dire peut-être équivalent. Voilà, c'est ça. Sûr que Pologne, Irlande du Nord, Allemagne, Ukraine, ces matchs-là, Espagne, République Tchèque, on a un peu cette configuration, une équipe moins forte qui défend, une équipe plus forte qui attaque. Là, c'était plus équilibré, c'est clair. Mathieu, peut-être quelque chose à ajouter pour compléter ce qui a été dit. On a vu en fait une Italie en forme d'équipe, avec des joueurs, oui, comme je disais, pas forcément flashy, alors que la Belgique, c'est pas une équipe. Ouais, voilà, vraiment la c'est une constante en fait depuis la Coupe du Monde. Ou ceux qui suivent un peu la Belgique, je fais un coucou à Denis Beaune. Oui. Denis qui nous disait que ça va pas du tout depuis déjà un certain temps avec la Belgique, que le sélectionneur un petit peu trop satisfait de lui-même. Ses reproches à Marc Wilmots. Qui était un petit peu prévisible, quoi. Ouais, parce que il y a pas de collectif. C'est ce qui m'a gêné, moi. Aucune relation entre Hazard, De Bruyne, Lukaku. Aucune. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on allait mettre Hazard esselé, prise à deux des Italiens, arrêté, alors qu'un Eden Hazard, tu le trouves à pleine vitesse, ou alors dès qu'il fait son premier dribble, c'est là qu'il accélère, et c'est là qu'après il continue à éliminer, à aller de l'avant, à percuter. Dès qu'il tapait son premier dribble, qui passait, aucun mouvement. Lukaku très loin, effectivement, à l'opposé, De Bruyne de dos. Il y a que Fellaini qui n'est pas le plus technique là-dedans, mais qui a essayé de proposer des choses intéressantes. La sortie de Nainggolan, elle est surprenante aussi, parce qu'il y a eu les contres italiens, c'est Nainggolan qui arrivait à les arrêter. C'est lui qui récupère le plus de ballons. Il était dangereux sur ses frappes aussi en première. Il était même très intéressant. Il était un petit peu au-dessus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Peut-être sortir un latéral droit qui était en difficulté, mettre Witsel ou Fellaini en latéral droit et garder Nainggolan à côté de plutôt Fellaini en arrière droit et garder Witsel à côté de Nainggolan, un qui fait le jeu, l'autre il a fini par sortir le latéral pour mettre Carrasco. Ouais, Carrasco finalement, mais il fallait sortir De Bruyne aussi, ou le placer en 10 comme à City. De Bruyne sur un côté, c'est un peu un gâchis. On lui a montré clairement qu'il était en difficulté, et un Dries Mertens qui fait une bonne entrée aussi. Là par contre, dès qu'il est rentré, il y a eu relation Mertens-Hazard, et c'est là qu'il y a eu des bonnes choses. Je pense qu'il y a quand même une marge de progression. Wilmots peut récupérer son affaire, par exemple en mettant De Bruyne dans de meilleures positions, avec Carrasco peut-être sur le côté, voire Mertens. Oui. Mertens effectivement qui peut-être pas d'avant-centre, parce que je pense que Lukaku était quand même pas bon non plus hier. Alors il était pas bon, mais je t'aurais dit que s'il a la tête de Divock sur la passe de Hazard, je pense que ça, il y a des chances que ça rentre. Peut-être aussi une défense à 3. Je sais pas, comme ils ont que des arrières centraux, ils peuvent peut-être faire une. Voilà, je pense que ça s'improvise pas forcément. Non, c'est sûr. Par contre, les défenseurs ils ont très mal démarré, ils perdaient tous les duels de la tête, c'est incroyable. Enfin, ça, vous voyez, en deuxième mi-temps, ils sont quand même repris. Ils ont gagné beaucoup plus de duels, on le voyait. Même si Courtois fait quelques arrêts. Par contre, j'ai été surpris parce qu'il y avait des garçons plus grands que des Italiens, mais au niveau timing, les Italiens prenaient tout de la tête. Donc les défenseurs, de hargne, plus d'envie aussi côté italien et plus de collectif, ça c'était flagrant. Et comme tu disais, t'as vu la joie des Italiens à la fin, t'as l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Ils ont été très décriés. Tout le monde
le dos sur la transversale. Tout le monde leur dit en permanence qu'ils sont nuls, donc finalement ils ont démontré qu'ils étaient pas si nuls et que même si faut pas s'enflammer non plus avec cette équipe qui reste quand même sur de. Paolo, faut pas s'enflammer, mais pour leur mettre des buts, va falloir se réveiller. Ah ben moi je dis depuis le début que c'est peut-être la meilleure défense d'Europe qui est alignée avec Buffon, les trois de la Juventus. L'organisation tactique qui peut gagner une compétition là-dessus. 5-2 et puis qui devient éventuellement 5 défenseurs lorsqu'il faut abaisser les deux, voire 4 défenseurs si l'un des deux s'abaisse, puisque c'est souvent Darmian qui vient faire le quatrième. Darmian qui est plus défensif que Candreva. Voilà, Candreva qui est beaucoup plus offensif. Et comme tu disais, aussi qui joue. De Rossi, c'est le profil défensif, le numéro 6, c'est pas du tout le regista là, Verratti qui était attendu. Finalement, on a un joueur défensif. Conte a été contraint de changer ses plans avec le forfait de Verratti, de Marchisio. Ah bah là, il s'adapte complètement. Il nous tire une équipe quand même il arrive quand même à faire quelque chose de très cohérent et très difficile à jouer. Et surtout s'ils ouvrent le score, bonne chance. C'est ce qu'on a vu là. Quand il y a eu l'entrée de Thiago Motta, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ils ont régulé le jeu, il y a eu les petites fautes à l'ancienne pour casser le jeu. Je prends un petit carton. L'Italie, faut pas qu'elle ouvre le score. Pas qu'elle ouvre le score et il faut qu'elle prenne moins de cartons parce qu'il y a quand même pas mal de cartons déjà après si cette fameuse défense à 3 devient une défense à 2 avec un autre défenseur avec qui doit rentrer. S'ils gagnent le prochain match, ils vont reprendre un carton pour être suspendus sur le troisième match. Sans doute. Alors ça c'est prévisible. Les paris sont ouverts de ce côté-là. Ouais. Alors moi j'ai entendu, j'ai écouté un peu RMC et il disait que j'ai pas forcément trouvé, mais physiquement l'Italie difficile la dernière demi-heure. Je sais pas si tu as eu cette impression, pas du tout, Sergio. Non, c'est surtout la Belgique qui a commencé à accélérer, pas trouvé non plus particulièrement, à se lâcher, mais j'ai pas senti des visages, on va dire marqués par la fatigue. Par contre, les Tchèques, je les ai trouvés très fatigués à la télé. Je voyais des visages, ils se regardaient, ils étaient tout blancs, et on voit bien quand il y a le but, ils sont limite à terre, ils sont fatigués, ils sont déçus, mais l'Italie pas du tout. Non, j'ai trouvé l'Italie bien en place. L'Italie, elle m'a appris à truquer, exceptionnel, coup franc, de loin. Chiellini qui fait semblant qu'il va jouer long, puis il joue pas long, il attend, il recule, il leur dit de monter, et puis là il court comme un malade, et il fait semblant qu'il va jouer long, et il remet au défenseur central, qui remet à Buffon, et qui lui remet, et on gagne 5 minutes par-ci par-là, et ça j'ai trouvé ça exceptionnel. C'était très difficile. Et pareil, il y a deux situations de transition. Je sais plus qui fait la faute, je crois que c'est un attaquant. Pelé, peut-être, ou Immobilier. Ou Eder, c'est peut-être Eder. Non, c'est Eder, je suis sûr. Eder, il a fait des sales fautes. Mais il te fait une faute comme un Thiago Motta, et là tu dis c'est vraiment génétique. Les mecs, t'as pas besoin de leur dire de le faire. Brésilien d'origine alors. Ouais, direct au effectivement, Eder. Mais elle est tellement importante cette faute, parce qu'à un moment il y a un 3 contre 3 derrière, il y a une situation défavorable. Donc cette Italie, elle t'a plu. Elle t'a plu, parce qu'elle est cohérente. Une question sur Eder, parce que là aussi, moi j'ai trouvé qu'il avait pas été forcément très bon. Je l'ai pas. Il était utile. Utile, d'accord, mais c'est pas un phénomène. J'ai lu des commentaires, pareil sur internet, sur Eurosport, la version italienne où Eder était un petit peu encensé pour son rôle, justement, pour son utilité. Moi j'ai trouvé plutôt décevant. Il a couru, il s'est battu, il a respecté les consignes et cette animation de jeu. Bien sûr, il a pas pris un ballon, il n'a pas dribblé 3 joueurs. C'est qui a eu toutes les occasions suite au travail de l'ombre de Eder, même si je suis un peu d'accord, peut-être que Zaza ou Insigne. Zaza, je suis pas très fan. Moi, j'aurais pas Insigne peut-être. Non, mais ils ont rien à sur ce match-là. Ils ont pas du tout le même profil, mais. Pas sur ce match, mais il a bien maintenu le bloc italien. Il s'est bien déplacé dans le bloc. Que tu sais qu'à Insigne, il va peut-être te faire une fulgurance, mais il va te déséquilibrer tout le reste derrière. Donc, Conte a eu 100% raison. Je pense que tu donnes l'équipe de Belgique à Antonio Conte, on aurait vu autre chose. Alors, Sergio fan d'Antonio Conte. Avant le match, pas forcément. Je parlais avec quelqu'un, je dis avant le match, je dis moi, je trouve qu'à la juste ce qu'il a fait, il a pas soulevé de Champions League. Le joueur, j'aimais bien, mais voilà. Et puis là, tu regardes, tout le monde critique l'Italie, il y a pas de star, comme il dit. Et pourtant, c'était une équipe des plus cohérentes. Et cette spécialité italienne, cette capacité. Alors tu parlais Valentin de phase défensive, de phase offensive, cette gestion, cette transition. Ça, c'est une spécialité italienne qui me semble intéressante. Et puis ils ont pas défendu Paolo. Oui. Ils ont pas que défendu. Il y a eu 2 Italiens. Et ils ont eu raison face à la Belgique, attaquer. Parce que quand tu vois transition avec la phase offensive, les Laurent Simon, c'est tout ça, c'est très moyen. Donc les Belges, si tu restes devant le but à attendre et à leur donner confiance, ça va être très compliqué. Il faut. Ce schéma tactique est vraiment pas évident à mettre en place, d'autant qu'il l'a pas forcément pu le pratiquer justement parce qu'il y a eu beaucoup de changements de joueurs et un 3-5-2 il faut le pratiquer, il faut savoir faire les transitions entre phase offensive et phase défensive encore une fois à la Juve, c'est vrai que même en Italie en général c'est la religion, le 3-5-2. Ouais, c'est un des rares pays où le 3-5-2, enfin la défense à 3 est aussi pratiqué. Après défaillance belge, moi j'aurais joué cette Italie, j'aurais mis tout de suite la pression. D'accord. Ou alors, j'aurais laissé l'Italie mettre la pression et j'aurais essayé de contrer en laissant De Bruyne et Hazard plus haut
pour utiliser leur vitesse, ou alors si De Bruyne va pas vite, un Carrasco vu qu'il est à l'envers. Et j'aurais essayé. On a vu la Belgique quand elle a eu la grosse occasion, c'est sur un contre. Hein. Ouais, exactement. La Belgique plus intéressante en phase d'attaque rapide qu'en phase d'attaque placée. Donc. Voilà, ça c'est les enseignements à tirer pour la. Il y a Thibaut Courtois fabuleux quand même. Ouais, un gardien qu'on connaît qui a été à son. Sans lui, niveau. il peut y avoir peut-être plus avec du recul. Pas de problème pour Thibaut Courtois. Moi, j'avais une question sur Graziano Pelé. Je suis pas spécialiste du tout de l'Angleterre. Je regarde pas la Première Ligue et je voulais savoir un petit peu ce qui valait finalement en Première Ligue. Est-ce qu'il marque beaucoup de buts? Est-ce que ce niveau qu'il a pu démontrer hier, quand même un bon niveau pour Graziano Pelé? Je suis pas enchanté, hein, moi. Non, c'est bien. Je suis d'accord avec toi, mais sans plus quoi. Bah, il a marqué un but que je pense plein d'attaquants ont remis. Par contre, il a été utile, il s'est déplacé, il a gagné du duel. Mais Il a loupé quand même des attaquants. Pardon? Il y en a qui l'auraient loupé ce genre de frappe quand même. Ah oui. Faut être équilibré. Les arbitres l'auraient raté, ça c'est clair. Mais non, mais en tout cas, non, je l'ai trouvé. Parce que Valentin est arbitre, hein, c'est pour ça que. Je l'ai trouvé utile, mais pas génial. D'accord, très bien. Mathieu, pareil. Bah il joue à Southampton, il joue pas. Il marque combien de buts par an en Angleterre? Il en marque quoi, une dizaine? Une dizaine. Bon, ça fait 2-3 ans qu'il est à Southampton. Ouais. D'accord. Je pense qu'ils sont satisfaits de lui et que, ouais, enfin, c'est un joueur un peu, ouais, enfin, pas très flashy, mais. Pas très flashy, mais qui peut faire ses matchs néanmoins. Un peu un Luca Toni, quoi. Le milieu de terrain italien avec De Rossi, Parolo et le deuxième à côté de Parolo. Impossible de te sortir une individualité. Ouais, d'accord. C'était vraiment, on va dire, une cohérence collective. Bien sûr, ouais. Mais Giaccherini qui a marqué son but, donc. C'est marrant, Giaccherini qui a 4 ans jouait vraiment en position d'ailier sous Prandelli au cours de cet Euro. Et là qui reconvertit un petit peu en milieu de terrain. Et Graziano Pelé, c'est 11 buts cette année et 12 buts la saison dernière. Donc. Voilà, c'est honnête, mais sans plus. On a bien compris. Peut-être Sergio, puisque tu étais au match sur place à Lyon, peut-être nous raconter un petit peu comment c'était au niveau de l'ambiance, très festif. Hein. Peut-être avant, pendant et après. T'es arrivé vers quelle heure? Comment ça s'est passé? Voilà. Je suis arrivé vers midi. Les Belges étaient très festifs, super sympas. Même pas très déçu à la fin du match. Je me dis, enfin, c'est quand même l'année ou jamais pour soulever un trophée pour eux. Il y a des difficultés dans le pays et je disais que les Diables Rouges c'est plus important que tout, un des parce rares, que truc qui les relie encore. Exactement, qui les relie encore. Mais malgré tout, à la fin, ils se sont bien amusés. Ils ont vu un bon match. Ils s'en foutaient d'avoir perdu. Ça m'a un peu surpris. Oui, on a le droit à l'erreur dans cette. Les Italiens, tout l'inverse, un peu plus tendu, nerveux au début du match et insultant envers leur équipe, c'est de la merde. Envers leur équipe, d'accord. On va perdre. Et ça, c'est un comportement vraiment italien actuellement. Au-delà du foot, c'est l'auto-insulte en fait. Les Italiens s'insultent eux-mêmes. Ils trouvent leur pays nul. Ils se trouvent nuls. Ils trouvent que leurs dirigeants sont nuls, que tout est nul. En fait, c'est classique. Nous, hein. Ouais, un peu que ça commence à venir en France, mais les Italiens ont un peu d'avance par rapport à l'auto-insulte. Donc ça. Mais ils étaient fiers à la fin, tu vois. Donc à la fin, quand même heureux, contents et fiers. À part Gigi Buffon, qui est une star incroyable dès qu'il est rentré. Tout le monde l'a. Oui, mais tout le monde d'accord. Et à la fin, c'est pareil. Il a fait tout le tour du stade tout seul et les gens restaient que pour lui. Donc c'est lui la star de l'Italie. C'est un des très rares joueurs en Italie qui est capable justement d'unifier un petit peu les différentes religions entre guillemets. D'ailleurs, on appelle ça une religion. On m'a demandé parfois, souvent d'ailleurs en Italie, de quelle religion es-tu, c'est-à-dire quel club tu supportes. Donc voilà, les différentes religions. Inter, notamment les trois principales, Inter, Milan, Juventus. C'est vrai que même les supporters du Torino, par exemple, ont une certaine admiration, un certain respect pour un Buffon. Donc c'est vrai que c'est des rares joueurs qui il aura plus d'aura qu'un dinosaure finalement. C'est fou parce que tu sais on parle toujours des anciens et finalement Buffon a outrepassé Zoff. Mais autre époque en fait, le problème c'est que on compare souvent des époques incomparables puisque les médias, les réseaux sociaux, la technologie actuellement fait que les idoles se créent de façon beaucoup plus facile et se défont aussi de manière plus facile. Donc c'est vrai que Zoff mais je sais pas si Zoff au niveau du caractère, c'est quelqu'un de plutôt introverti, de quelqu'un de très sérieux, de très fermé. C'est un peu autre chose. Buffon, c'est plus exubérant, c'est peut-être un peu plus émotionnel. Donc c'est vrai que peut-être que de ce point de vue-là, Buffon ira au-delà de Zoff. Plaisir aussi, Paolo. Ce que j'avais lu dans la presse le matin, c'est mes dernières compétitions. Je veux en profiter. Tu le vois bien. À la fin, il est resté sur la pelouse. Il profitait. Pareil au début du match. C'est quelqu'un que tu sens qui sait que ses années sont comptées et qui veut vraiment croquer ses dernières saisons. Il explique qu'il veut aller jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Donc son objectif, c'est la Coupe du Monde 2018, au-delà de cet Euro 2016. Donc c'est vraiment un joueur qui aime jouer au foot, qui aime le football, qui a envie vraiment d'aller. Et une très, Italie très loin. qui va sûrement finir première.
À présent, ouais, c'est vrai que l'Irlande, la Suède. Je sais pas si vous avez vu le match. On peut peut-être en parler à présent de ce match Irlande-Suède, si vous avez pu le guetter. Mais moi, je trouvais l'Irlande, enfin le peu que j'ai vu, très bonne. Et j'avais annoncé avant le match que l'Irlande fallait se les taper. Pourquoi ? Parce que c'est que des joueurs de Championship et de Premier League qui ont du cœur. Il y aura un potentiel athlétique. Alors dans 2 matchs ils vont être fatigués, hein. C'est-à-dire je sais pas qui les affronte en 3e, là ça va être un régal, mais se les taper sur les 2 premiers, se les taper sur les 2 premiers, ça sera pas facile du tout, parce que le déficit technique est largement compensé par le fighting spirit. Exactement, clairement. Ouais, c'est des battants, parce que ils se sont créés énormément d'occasions en première mi-temps. Ils ont fini par marquer en début de 2e. Bon, après, c'est vrai qu'ils étaient un peu rincés pour la fin du match. Donc c'est les prémices d'un affaiblissement physique. C'est une équipe qui peut sortir du groupe, effectivement, mais bon, qui n'est quand même pas tombé à la renverse. Non, mais après la Belgique, moins faible que ce que tout le monde annonce. Je pense que la Belgique peut se faire battre aussi bien par la Suède que par l'Irlande. Moi, je suis pas fan de la Suède. Très décevante quand même. La Suède n'a rien fait en première mi-temps, carrément rien du tout. Ouais. Et ensuite, ils sont un peu réveillés après le but. Il y a eu un arrêt du gardien irlandais. Ensuite, le 0-0 tir cadré, comme tu dis. C'est fou. Une Suède surcotée. Pourquoi ? Parce que Zlatan est en France, donc les médias français enflamment pour Zlatan. Surcoté par qui ? Par les médias français. Par les médias. Parce que Zlatan. Pas par le FC en tout cas. Voilà. L'équipe en elle-même, personne ne se dit que l'équipe va faire quelque chose. Simplement, on guette ce que fait Ibrahimovic, les faits et gestes d'Ibrahimovic. Ouais. Là, on voit quand même que Kallström est cramé. La défense, c'est que des bourrins à chaque fois. C'est toujours le même paris. Tout le monde avait parié la Suède. Il y a des trucs où tu vois qui parient en France, tout le monde parie la Suède parce que Zlatan. Voilà. Quoi, sur ce match-là ? Exactement. Alors que franchement, pour moi, il perdait. Hein. Zlatan, même pas bon. Hein. Franchement, sans plus, rien de. Après, le but, c'est lui. Enfin, c'est lui. Extraordinaire, quoi. Oui, centre tendu. Voilà. Je pense justement que sur un foot anglais ou un foot britannique, il est plus facile à être annihilé, parce que là au duel il se faisait prendre par les mecs le mec qui a mis le but contre son camp, ou Oshie. Les Irlandais il réussissait à tenir Zlatan, alors qu'en championnat de France il faisait un coup d'épaule, un coup de dos, il prenait tu l'as vu en Champions League, hein. C'est pareil, il a plus de difficultés. En tout cas, moi j'ai une vraiment grosse crainte pour la Belgique, vraiment le tournoi catastrophe et le 0 point. Non, je pense pas, Paolo, parce que hier, c'est pas la Belgique qui a été nulle, c'est l'Italie et le projet de jeu qui a été très intéressant. Si Lukaku la met, on a un partout. Et j'ai envie de te dire même, il y a 2 occasions. Pour moi, à la mi-temps, tu dois être à 0-0 parce que c'est une vraie faute de Alderweireld ou Vertonghen, je sais pas qui. Je crois. Qui se fait lober. Il y a n'importe qui là qui la dévie, c'est corner, ça reste à 0-0 et on n'est pas en train de. Il y a pas que des mauvaises choses dans cette Belgique. Ça me fait pas penser à la France 2002. Là par contre à la fin ils étaient tous tués. Hazard qui gueule sur le 2-0, qui prend la tête avec Wilmot, c'est les autres joueurs qui baissent la tête. Oui, mais maintenant il y a quand même assez de qualité sur le banc. Il y a une marge pour tout reconstruire. Non mais je dis pas que ça va être une catastrophe, mais il y a un risque qui. Et surtout il y a 3 qualifiés, Paolo. Donc si t'arrives pas à te qualifier là, 3 qualifiés, c'est que voilà, c'est plus les groupes. Par contre, si on avait été sur une Formule à 16. Là, je pense que tu as raison, qui passait peut-être même pas le premier tour. Mais disons que dans l'état d'esprit, là, moi, je pense qu'il faut qu'ils se disent que l'élimination est possible et pas prendre ces matchs contre la Suède et contre l'Irlande comme des matchs qui seront plus faciles que le match contre l'Italie, sachant que l'Irlande, sur le fighting spirit, sur l'envie, c'est quand même assez exceptionnel. La Suède, bon, voilà, Ibra, ça peut le coup de génie, on peut s'y attendre à n'importe quel moment, même si c'est pas forcément la superstar qu'on attend. Voilà, donc vraiment cette Belgique intérêt à se remobiliser, même si c'est vrai que les déclarations de Wilmot, c'est un petit peu ce que disait encore Denis, il n'y a pas vraiment une prise de conscience des manques, et ça c'est le plus dangereux, c'est quand on n'a pas la prise de conscience de ses propres faiblesses. L'Espagne avait perdu son premier match. L'Espagne en 2012 perd son premier match 1-0 contre la Suisse et est championne d'Europe. Bon, je dis pas que la Belgique sera championne d'Europe parce qu'effectivement elle est quand même déséquilibrée, et notamment derrière il y a des vraies lacunes, mais je dis que hier c'était pas si mauvais. D'accord. On attend mieux d'eux, clairement. L'absence de compagnie, ouais. On attend mieux d'eux dans l'animation de jeu avec ces joueurs, mais ils sont quand même capables pour moi de battre la Suède, ils en sont capables. Ça, et l'Irlande.
clairement. À condition d'un changement d'état d'esprit. Pour moi, je suis plus sévère que toi, Sergio. J'ai quand même trouvé assez mauvais, vraiment. Sachant encore une fois que cette Il y a quand même 20 minutes où ils assiègent le but italien. À la fin, les Italiens, ils serraient les dents à côté de moi. Enfin, moi, j'étais dans le camp italien. Ils étaient pas sereins. Moi, j'étais plutôt serein parce que les Italiens, c'est un peu fort. Ils ont quand même eu la possession. Ils prenaient le temps. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément les occasions qu'il fallait. Voilà, dans la dernière passe, dans le dernier geste. Mais ils étaient quand même sur la surface. Et il y a quoi? Il y a cette tête, il y a ce face à face. Ouais, après il y a des frappes de loin effectivement, mais les Italiens tranchants par contre dans les contres. Hein. Chaque fois ça se terminait par une frappe, par quelque chose d'intéressant. Comme le dernier but. Ouais. Alors à suivre dans ce groupe, on aura vendredi Italie-Suède à 15h et Belgique-Irlande à 15h également, puisque ah non, qu'est-ce que c'est une erreur de mon. Si c'est le lendemain, ce sera c'est le lendemain. Non, c'est le samedi par contre. Pardon, c'est le samedi 18 15h Belgique Air et vendredi 15h Italie-Suède. Voilà. Comme ça c'est clair. Comment vous sentez ces deux matchs finalement Italie-Suède. L'Italie va-t-elle confirmer contre la Suède? Ouais, je pense qu'il vu le niveau inoffensif de la Suède hier, je pense que l'Italie peut faire peu. Enfin. Attention au syndrome 2014 où premier match assez extraordinaire contre l'Angleterre, très beau match et derrière pétard mouillé, défaite contre le Costa Rica. Alors il n'y aura pas les mêmes conditions climatiques a priori, ça c'est peut-être la chance des Italiens qui avaient eu quand même c'est le premier Euro qui se joue en automne là. Ouais, oui, c'est vrai que conditions climatiques, quoique en Alsace c'est très automnal, mais peut-être que et non, hier, dans les à autres, Bordeaux c'est un peu plus estival quand même. Mais hier il pleuvait à fond hein, même à Toulouse, il y a pas de soleil, enfin ouais, Toulouse c'était un petit peu pluvieux, j'ai vu à la télé hier également. Donc l'Italie Italie-Suède l'Italie a quand même montré une telle maîtrise, on les voit mal. On s'imagine pas se faire avoir par la Suède qui n'a rien montré, au contraire. Voilà, donc vous êtes d'accord tout le monde, l'Italie devrait confirmer contre mais je dis l'Italie la va Suède. avoir plus de mal quand elle va devoir faire le jeu. Oui, ça c'est parce que la Suède ils s'en foutent du jeu aussi, on laisse la balle. Ah, ça risque d'être un match assez fermé finalement, peut-être moins spectaculaire. Ça pas le match nul hein. Je vois pas l'Italie terminer la poule avec 9 points par contre. D'accord, peut-être il va y avoir un souci quelque part. Maintenant le match à suivre ça sera vraiment la Belgique parce qu'en cas de défaite, ça peut être très compliqué. Alors il y aura un match peut-être un match nul des familles entre l'Italie et la Suède et la Belgique contre l'Irlande. Bah on attend forcément logiquement une victoire des Belges mais avec ce risque que la machine déraille complètement. On suivra ça, ce sera donc vendredi et samedi à 15h pour ces deux matchs du groupe E. Je vous propose, messieurs, une petite pause musicale. On revient tout à l'heure et puis on parlera des matchs de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire Autriche-Hongrie. Ce soir, Portugal-Irlande. Islande. Portugal-Islande, qu'est-ce que j'ai dit? Irlande. Et il y a l'Espagne aussi hier. Et l'Espagne, vous en avez déjà parlé. L'Espagne hier, on en a parlé vu que le match avait lieu à 15h et l'émission à 17h, donc on avait fait un débriefing à chaud, mais on peut en reparler si vous voulez, on peut faire un petit retour, hein, puisque si ça vous dit, il y a pas de problème. On parlera de Clément Turpin qui va arbitrer son premier match. Et on aura. Tu me laisses pas dire mes phrases à moi, Serge, c'est pas gentil. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut laisser un peu la parole à Valentin. C'est sa première émission, donc on te laissera et la sa parole. Dernière. Peut-être. Quoique non, il y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu au micro du Morito FC sur RBS. Donc on aura aussi un petit débat, une petite rubrique sur l'arbitrage en fin d'émission. On parlera de Clément Turpin. Tu nous dresseras français. Le grand espoir de la nation. Le grand espoir, voilà, du football, de l'arbitrage français. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Wyjdzie na strzał, śledzi jej lot cały świat. Piłka jest okrągła jak ziemski glob. Ziemski glob, na świecie tym są takie dni, gdy niebo krzywo padł gol. To był strzał, to jest szał, to jest sport, to sport. Futbol, futbol, to dzisiaj gra cały świat. Bo dobry mecz to piękna rzecz, wśród wielu szans twoja jest. Czym jest futbol, futbol, to każdy wie, każdy
Voilà, c'était une petite chanson qui s'appelle Football. C'était du polonais, la langue qui était chantée, si je ne m'abuse. L'artiste, la chanteuse s'appelle Marila Rodwick. Quelque chose comme ça. Enfin voilà. En tout cas, c'était une histoire polonaise pour cette pause musicale. Et on est de retour au Morito FC, 17h31 sur RBS, le 91.9 FM, www.radio-rbs.com. N'hésitez pas à liker les pages Facebook du Morito de RBS, voilà. Et voilà. Et on va à présent se concentrer sur les matchs d'aujourd'hui. Les matchs du groupe F, c'est le dernier groupe. On peut juste parler de l'Espagne en 2 minutes. Alors on va, bien sûr. Parce que moi j'ai aimé. Tes désirs sont des ordres. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Iniesta notamment. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la possession de balle. J'ai pas aimé, non pas du tout. Non, Morata, Fabregas, très compliqué. Par contre, Adoris fait une bonne entrée. Je suis déçu que les Tchèques n'ont pas proposé autre chose offensivement parce que on a vu à la fin quand ils ont joué. Ouais, mais à la fin ils jouent, il y a 2 occasions. Ah bah super occasion de Darida. Donc est-ce que l'Espagne il faut pas plutôt essayer de les embêter un peu comme l'Italie a fait face aux Belges? Au début du match, ils ont essayé en fait les 10 premières minutes. Ouais. Moi je me rappelle d'une équipe des Tchèques un peu décomplexés qui était plus vers le camp espagnol. Ils ont eu quelques corners il me semble, ils ont eu un coup franc, ils ont eu semblant d'occasion au début. Après c'est vrai qu'ils ont reculé très rapidement et ensuite ça a été 4-5-1. Par contre que la Croatie fera pas le même match que les Tchèques. La Croatie, parce que les Espagnols, ouais, mais les futurs adversaires. Attention à quelque chose quand même. Hein. Là, quand on joue au football, autant tu dis l'Italie va peut-être avoir du mal dans la durée parce que c'est agressif, ça prend des jaunes. Bon voilà, autant l'Espagne avec cette possession-là, en quart de finale, ils seront encore frais. Hein. Tu voyais les Tchèques à la fin. Alors ok, ils ont pas accéléré, mais en gardant ce ballon de cette manière, quand t'as le ballon, tu peux pas prendre de but. Hein. Et j'ai trouvé aussi des garçons appliqués. Je suis pas fan de Gérard Piqué ni de Ramos, mais hier les deux avaient la dalle. Hein. Alors qu'ils sont double champions d'Europe, champions du monde, tu sentais qu'ils voulaient vraiment gagner leur premier match pour ne pas refaire les mêmes erreurs que Coupe du Monde 2014 et Euro 2012 aussi. Vous avez perdu 2 fois leur match d'ouverture. Je trouve que cette Espagne a de la marge, que il manque quelque chose en ailier. Silva était bon, Nolito j'ai moins aimé. Fabregas catastrophique, là on est d'accord. Enfin, il sortait que se cacher, il venait demander des ballons dans des zones froides. Et Morata qui était constamment hors jeu, qui était pas très mobile. Mais si tu réadaptes ça, cette Espagne m'a vraiment plu. M'a vraiment plu. Saúl Ñíguez, il a disparu de l'équipe en fait. Ah, il est même plus dedans. Il est pas dedans. Il a préféré mettre Alcántara, qui est pour moi une hérésie. D'accord. Surprenant. Ouais. Quand tu vois la saison qu'il a fait. Voilà. Mais en tout cas, cette Espagne, je dis pas qu'elle sera championne d'Europe, mais je dis qu'il va falloir compter dessus et qu'elle m'a bien plu hier. Valentin, un commentaire sur l'Espagne. L'Espagne, ouais, c'est une équipe intéressante. Après, effectivement, moi, j'ai pas pu regarder le match hier soir. Non, c'était hier après-midi, ouais. À 15h, c'était, ouais. Ouais, pour moi, il est sous-coté comme l'Italie. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu contre la Géorgie, voilà, parce qu'ils n'arrêtent pas de gagner, on se dit qu'ils sont vieux, qu'ils ont plus envie. Il y a eu des changements, il y a un De Gea qui a la dalle, il y a un Nolito qui n'a rien gagné, Morata qui n'a rien gagné, et t'as un Iniesta, j'ai l'impression que c'est la compétition, enfin, qu'il a pas joué de l'année, et qu'on l'a ressorti juste pour cette compétition. Alors les Tchèques ont essayé de faire pareil avec Rosicky, qui a fait 19 minutes en une saison, non, mais c'était pas pareil. Et on est d'accord, c'est très moyen. Moi je suis d'accord globalement sur l'Espagne, les qualités de l'Espagne. Cela dit, il faudrait les voir contre une équipe contre la Croatie direct, ça sera un test. Hein. Et moi ce qui me fait un peu peur avec eux, c'est en fait il n'y a pas tellement de double rideau possible entre il y a la défense, bon Ramos, Piqué, qui sont pas toujours d'ailleurs dans leur bon jour. Ouais, Busquets, d'accord, mais souvent il y a possibilité d'intervalle assez. Je les trouve déséquilibrés. Ouais, un peu quand les quelques fois où la République tchèque a pu attaquer, je les ai trouvés parfois pas en difficulté, ce serait trop fort de le dire, mais un peu en délicatesse. Moi, c'est dans le rythme, contre le rythme et la dernière passe où ils m'ont gêné. Mais ça se travaille, on va dire. Par contre, dans la philosophie du jeu de garder le ballon, la possession ou quoi, ils vont faire mal. C'est une équipe évidemment qui fait partie des favoris, ça je pense qu'on le dit. Ouais, mais nous on le dit, mais tu regardes la presse, l'Espagne vieillissante, tatati tatata. Ça c'était la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Ouais. Après si on reste sur les souvenirs de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a eu un renouvellement très très clair. Exactement. Et puis des convocations assez insolites si on suit pas de près le foot espagnol, mais je pense que Fred par exemple nous parlerait de Nolito. L'Espagne supérieure à la France aujourd'hui, il faut quand même le dire. Je pense que la France on l'a surcote à mon avis. Voilà. Parce que cette Roumanie n'était pas géniale hein. Quand on a vu toutes les équipes avec du recul. Je pense que les 3 autres du groupe sont nuls aussi. Albanie et Suisse, ils ont de la chance sur le groupe. Est-ce que vous avez vu la Croatie et la Turquie, ça aurait été bien difficile hein.
bien plus compliqué, on va Oui, dire. c'est sûr. Là, ils seront peut-être un peu plus tard dans le dur. C'est vrai que ça devrait passer pour cette équipe de France assez tranquillement, mais défensivement, ça fait un peu peur. Là, on est d'accord. On suivra ça en tout cas. L'équipe de France qui à domicile reste. Oui, c'est déjà demain. Oui, c'est vrai que c'est déjà demain. France Albanie à suivre à Marseille. Ce sera à 21h demain. On passe à présent, sauf si vous avez encore des choses à rajouter. Franchement, on est à la bonne franquette ici. On peut ne pas respecter le fil. Moi, j'ai pas aimé l'Espagne, mais j'aime pas l'Espagne par principe. D'accord, ok. Merci pour cet avis J'ai aimé très Petr Cech, tranché. mais je pense comme tout Cech, le monde. Hein. Ouais, Cech était C'est bon. toujours là. C'est vrai que sinon il n'y avait pas. Et j'ai aimé cette grand-chose. dernière passe de Iniesta sur ce but. C'est pas Piqué qui marque, c'est Iniesta. Hein. Ah, j'ai bien aimé aussi Exceptionnel passe. Gebre Selassie, le Tchèque d'origine éthiopienne. de Brême. Mais des limites D'origine- techniques. Mais effectivement, il a bien bossé, il va vite. C'est un peu ils avaient deux latéraux droits, quoi. Il y avait Kader Abek et des Gebre Selassie. C'est vrai qu'avant il jouait plutôt Latéral, arrière latéral et là il joue. Mais cette année, il a joué latéral au Werder. Hein. D'accord. Oui, comme toujours, je crois que c'est un peu une nouveauté de le mettre ce positionnement-là en tout cas. Tactique à la Laurent Blanc en 2012. Tactique, qui n'a pas fonctionné pour le coup non plus. Et tu as aimé l'arbitre sur ce match? Ah, l'arbitre, bien sûr. J'ai pas vu le match, je viens de le dire, donc je peux pas te Peut-être parler de globalement- l'arbitre de l'Espagne. Globalement, Valentin, sur ce tournoi, pour le moment, l'arbitrage, est-ce que tu as un commentaire? Globalement, je sais pas. Sur la enfin, qualité. Vous avez pas, vous comme moi, on n'a pas eu pour l'instant de polémique Y a par pas de rapport à grosse polémique, l'arbitrage. Il n'y a ouais. pas de grosse polémique. Il n'y a pas eu de pénalty litigieux ou après bon. Ah, peut-être toujours- le but de la Russie contre l'Angleterre. Est-ce que le mec il la touche? On n'a jamais vu la goal line technologie. Il y a un mec qui touche le ballon. Est-ce que D'ailleurs, il était déjà rentré ou pas? Il est pas hors jeu. Le mec qui la prolonge. de toute Il est façon, pas hors jeu? Il est pas hors jeu. non. D'accord. C'est Hart qui il lève le bras par réflexe. Mais là, la balle, elle a une telle trajectoire, la tête, qui rentre dans le but que, en fait, il attend de courir, de se rapprocher. D'accord, Ok. donc pour vous, il n'y avait pas hors-jeu. Et puis j'ai trouvé l'arbitre assistant. Bon, si vous n'avez pas vu, c'était Espagne, le match de l'Espagne. Et bien, l'arbitre assistant, il y en a un qui s'est planté plusieurs fois. C'est toujours le même sur des hors-jeux, C'est sifflé, celui qui pas s'était sifflé. peut-être fait tacler par Morata. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. secouer un petit peu. Lui était pas dans son match. Hein. Le pauvre. Voilà, on file au groupe F à présent. Donc ce soir et tout à l'heure, Hongrie, Autriche et Portugal, Islande. On commence par Autriche-Hongrie. C'est peut-être le match le moins sexy du jour. Comment est-ce que vous voyez cette histoire? La Hongrie, alors on décrit la Hongrie souvent comme l'équipe peut-être la plus faible, une des plus faibles en tout cas de cet Euro. L'Autriche qui a fait de bons matchs éliminatoires, qui est un petit peu une équipe qui revient de nulle part après des années difficiles. Là ils ont fait des matchs amicaux assez moyens juste avant l'entrée en lice de ce soir, une défaite contre les Pays-Bas, match poussif contre Malte. Est-ce que vous sentez cette équipe d'Autriche dominer son sujet et plus largement? Alors, Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe d'Autriche? C'est toujours difficile un premier match parce que tes adversaires ils sont à 100%. Par contre, jouer la Hongrie au troisième match, ça va être un régal. Je sais pas pour qui. Portugal. Voilà, ça va être un régal pour les Portugais. Ce soir, par contre, moi je pense que l'Autriche est bonne. D'ailleurs, à ce propos, il y a un magazine qui est sorti, Vestiaire, où chaque coach analyse les adversaires de la France. Et c'est Jean-Marc Kunz, que tu connais bien, qui a fait l'analyse de Jean-Marc Kunz, ex-directeur du centre de formation du Racing, entre autres. Hein, Et lui, il trouve leur adjoint du Racing. Il trouve etc. cette Autriche très cohérente, très intéressante, qui se projette très vite. Donc pour lui, il l'annonce gagnante. Donc si elle perd, vous appellerez Jean-Marc Kunz. D'accord, très bien. Forte coloration Bundesliga. Alors évidemment, beaucoup de joueurs de cette équipe C'est qui pas jouent en étonnant. Bundesliga. Puis il y a des joueurs de talent quand même. Arnautovic peut te faire gagner ce match. À un moment, si c'est bloqué, bon, il peut aussi te le faire perdre, on le connaît, mais à un moment, il peut sortir des coups de génie. C'est Il un peut aussi garçon sortir qui... des crachats. Hein. Ouais, mais c'est quelqu'un qui peut te sortir un coup franc ou une frappe de loin. Enfin, il y a quelques joueurs. Janko, Gantai, qui est capable de la tête de terminer. Une équipe intéressante, difficile. Tu vois, Portugal, Autriche. J'ai un peu peur pour les Portugais. Moi, j'attends de les voir. Je les ai vus de visu il y a 2 semaines contre Malte. Je les ai pas trouvés très bons justement. Bon, c'était que Malte en face. France-Cameroun, la Ouais, France voilà. aussi. Voilà. L'Espagne a perdu contre la Géorgie. Ouais, voilà, c'est pour ça que je réserve mon jugement, mais ils sont un peu en perte de vitesse par rapport à l'enthousiasme qu'ils avaient pu démontrer pendant les qualifications. Je pense qu'ils peuvent retrouver cet enthousiasme assez facilement. Mais je crois que c'est contre la Hongrie est très Hongrie. faible, Paolo. Hein. A priori, d'après ce que disait Fred au Morito, Après les FC, éliminatoires, oui. La plus faible équipe peut-être de l'Euro. peut-être la plus faible. Pour Alors, l'instant, il y a on va voir. l'Irlande du Nord en lice aussi. L'Irlande du Nord qui était sans qualité, ouais. Autre que physique en tout cas, oui.
Non, je disais l'Islande aussi et L'Islande, ouais. L'Islande, ils ont quand même énigmatique, mais- quelques Quelques joueurs joueurs, fois les c'est Pays-Bas. énigmatique, tu dis, Ouais, oui, c'est énigmatique, mais je pense que c'est meilleur techniquement, tactiquement. Moi, je me pense qu'il y a- souviens des France-Islande en 2000, jamais facile. Hein. Bah, le premier match après la Jamais. Coupe du Monde de 98, je crois que c'était en Islande. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était à Vienne ou contre Ouais, il y avait l'Autriche. un amical à Vienne, exactement. Ouais. Et après, Après, Et après, il y avait Islande. un partout. Premier match des L'équipe de qualifs. France avait fait match nul. Et un tu partout. fais 3-2 à domicile difficilement, Dernier match, je ouais. crois. Donc et pareil, l'Islande, il y a quelques joueurs qui jouent en première ligue, notamment Swansea. C'est qui, Sigurdsson? Oui. Donc il y a quand même quelques joueurs Et encore Good Johnson. bien cotés. Il y a aussi Qui est Bikir Bjarnason qui joue au FC Bâle, qui a joué en Italie à Pescara et au Genoa. Alfredson, l'ancien en fait, de... Alfredson, l'ancien Hellas. du Hellas Vérone qui joue à l'Udinese et qui est un joueur rugueux, bon récupérateur. En fait, pour éclaircir nos auditeurs, c'est comme s'il y avait un Portugal-Pays-Bas, parce que c'est l'Islande qui a sauté les Pays-Bas. C'est l'Islande qui a battu les Ouais, Pays-Bas. deux fois, Aller-retour, hein. exactement. deux et fois qui les en a sortis. qualification, ouais, effectivement. Donc cette équipe, il n'y a pas les noms que vous attendez, de paille, tout ça, mais ça vaut largement les Pays-Bas, voire plus. Ouais, je pense que ça va être une belle équipe à voir ce soir, assez surprenante parce que personne la connaît. Un petit pays de 300 000 habitants, c'est vraiment un exploit aussi de les voir à ce niveau-là, puisque Et c'est l'ancien sélectionneur de la Suède, non? Ouais, Lars Lagerbeck. Lui, il a Exactement. l'expérience de ses compétitions avec la Suède, hein, donc. C'était au Nigeria aussi en 2010. voilà un entraîneur expérimenté pour cette équipe Tu vois, il me fait penser Danemark-Suède sans les individualités, mais de l'époque. Et en plus, Le c'est le même Danemark n'est sélectionneur. pas, par exemple. Là, Et donc voilà, c'est donc peut-être mieux, l'Islande, c'est mieux que attention. le Danemark finalement. Exactement. Donc c'est pas un nom ronflant sur le papier, ça peut donner quelque chose contre le Groupe Portugal. relevé, hein. Portugal, Autriche, Islande, c'est pas facile. C'est intéressant. La Hongrie, ce sera un petit peu le faire valoir pour les trois équipes. Quoique, hein, on sait jamais. Même s'il y a quelques joueurs intéressants. Avec Gabor Kirali, Ouais. gardien de 40 ans dans les buts. Gardien fantasque, Adam Schalai. Voilà le joueur de Hanovre. Ouais, joueur du championnat allemand, Ah, mais bah, qui arrête pas de changer de club. Enfin, qui. Ils se sont pas Super qualifiés très instable. durement, la Hongrie, contre la Norvège en barrage. ils ont galéré contre la Norvège. Ouais, donc, Et c'était un affrontement, c'était assez horrible au mois de novembre. Voilà, avec ce match donc contre l'Autriche à suivre dès 18h. Mais la Hongrie, dans La un Hongrie, quart d'heure. c'est sympa de les revoir parce que ça faisait 30 ans qu'ils étaient moi, je m'en serais bien passé. Hein. restés à Alors on salue tous nos auditeurs de Hongrie, enfin les auditeurs hongrois de Strasbourg. Non, mais comme pays de foot, Ouais. ils étaient, Ah bah ça donne un petit côté vintage. ils étaient privés, voilà, ça faisait 30 ans qu'on les a pu. Ça donne un petit côté Là, ils 54, feront un voilà. petit tour, mais bon. Un petit tour et puis s'en va. Après, attention, hein, attention à la Grèce 2004. Rappelez-vous, peut-être on aura Hongrie 2016. Ce serait le plus gros exploit pour le coup de l'histoire du foot, mais personne n'y croit. Un petit pronostic sur ce match Autriche-Hongrie. Voilà, peut-être que vous avez une boule de L'Autriche cristal. n'a pas le choix pour moi. Hein. 1-0 Autriche. 1-0 seulement. Moi deux. Il y a que des 1-0 dans Ouais. cette compétition. C'est vrai qu'on n'a pas de score très fou pour l'instant. Hein. C'est pas le 5-1 la dernière Mais t'as Coupe des du Monde matchs de avec 5-1, qualité. etc. Je me suis pas trop ennuyé. Il y a quand même des bonnes choses. Ouais. Alors, c'est assez tactique, certes. Suisse J'aime bien Albanie, aussi. tu Je l'ai t'es pas pas vu. ennuyé? Je l'ai pas vu. Bon bah t'as bien fait. Merci. Et j'ai pas vu le Pays de Galles non plus. Pays de Galles, c'est J'ai très loupé intéressant aussi. le Pays Ah, de ça, Galles. c'était bien, Ouais, c'est c'est pas mal. petite Angleterre. Mais tu vois, ce Croatie-Turquie était très intéressant. C'était Ouais. assez J'ai que vu la fin. très dynamique, enfin beaucoup de choses. J'ai bien aimé l'Espagne tchèque, c'était plaisant. Je me suis pas ennuyé. Il s'est passé des choses pendant ce match. Hier, c'était bien aussi. Et l'Allemagne, finalement, que j'ai pas trop aimé, mais il y a eu des occasions. Enfin, il s'est passé des choses pendant le match. C'est vrai que les scores Il y a sont pas de 0-0 encore, hein. extraordinaires, Il mais n'y a pas de 0-0. en tout cas, il n'y a pas de 0-0 Mais et il y a de l'intérêt. Il n'y a pas d'autre d'équipe qui a mis plus de 2 buts. C'est très ouvert. Qui a mené de 2 buts. Ouais. À part l'Allemagne dans les arrêts de jeu et l'Italie aussi. Mais attention, Ouais. un 4-5-0, c'est pas un gage de qualité. Justement, Oui. pour moi, vu qu'il y a que des 1-0, c'est parce que, comme il dit Paolo, les autres équipes en face, ça manque d'individualité, mais c'est bien en place souvent. Tu prends Croatie-Turquie, pour moi, la Croatie peut gagner 3-0 avec 2 barres, avec Exactement. un match dominé de la tête et des épaules. Enfin, une Turquie fantomatique, c'était c'est Non, très clair. Daturan qui s'est excusé, quand même. Ah, voilà, Dieu soit loué. Il s'est excusé de sa prestation. Je trouvais ça ridicule. Enfin, Bah Mais écoute, justement, pour revenir à ce que tu disais, Sergio, les équipes sont bien en place, mais justement, elles n'ont rien d'autre à offrir. C'est un peu dommage. Par exemple, l'Albanie, voilà, ils ont pris un but un peu con. Enfin, Sana se fait expulser aussi. Après, ils pouvaient jouer 10 heures sans marquer. très bien. Alors, Je crains que l'Irlande du Nord, d'autres soient du même tonneau, quoi. on se recentre un petit peu puisqu'il reste 10 minutes d'émission. Peut-être Sergio parler du Portugal puisque tu connais quand même bien le foot portugais. très intéressant. Que vaut cette équipe du Portugal et est-ce que le Portugal peut gagner? Alors moi je te dis oui, tout le monde va dire mais il est fou. Non, pourquoi? Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il va réélever le niveau? J'ai un peu peur parce que ça fait 4 mois qu'il n'a pas été bien, mais il est dans une position de finisseur. C'est plus lui qui va animer. Par contre, où je suis content, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent,
qui vont faire mal. Alors lesquels? André Gomez D'accord. de Valence, c'est Ouais. un phénomène. Voilà. Maintenant on verra. C'est un phénomène par contre qui fait jouer les autres. C'est pas quelqu'un qui va dribbler 3 garçons ou quoi. C'est un peu du déco en plus grand, plus costaud. Il y a Renato Sanchez qui sera pas titulaire pour vous dire. Il y a un garçon qui arrive au Bayern pour 35 millions. Lui c'est un briseur de lignes. Il prend la balle, il te casse des lignes d'une facilité. João Mario de Sporting. ouais. Donc lui box to box un peu plus défensif. Et il y a un Rafael Guerreiro qui arrive à Dortmund. Alors lui j'ai un peu peur parce que je l'ai vu à Sarre-Union. Hein. Ce garçon-là je l'ai vu contre Sarre-Union. Match Quand de il Coupe dé- de France. Quand il a pas le ballon, c'est dur. Par contre, quand il a le ballon, c'est du Jordi Alba, c'est de ces garçons-là. Donc C'est pour derrière, ça qu'à Lorient, il le faisait jouer milieu gauche parfois. Ouais. ouais. Derrière, t'as un gardien qui est très bon, sous-côté. C'est Rui Patricio, hein. Alors, on le connaît maintenant nous, mais Ouais. il Il fait était des arrêts en titulaire, Angleterre. Quand ils perdent que 1-0 en Angleterre, il te 2014. fait plein d'arrêts. C'est super intéressant. Et derrière, t'as un Pépé. Pépé pour moi, il peut te faire gagner une compète. Il peut aussi te la faire perdre avec ses coups, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui se cache pas. Bruno Alves, Pépé, c'est quelqu'un qui défend en avançant, qui se cache pas. Donc l'inquiétude, elle s'appelle Cristiano Ronaldo. Maintenant, j'ai une autre inquiétude. Le meilleur joueur du Portugal depuis un mois, c'est Ricardo Quaresma. D'accord. que vous êtes Il n'est pas sûr d'accord. de jouer. Eh ben Oui, voilà, sur les ce soir, amicaux, il peut oui. pas jouer. Vous avez vu sur les amicaux ce qu'il a fait? Il me fait penser à Balotelli de 2012. Sur une compétition, sur un mois, il peut t'enflammer les choses. Par contre, sur un an, si t'es un recruteur de club, ne le prends pas. Non, bah, Il est complètement fou, ce garçon. Donc voilà. Mais sur un mois, si t'arrives à le canaliser, il peut se passer plusieurs choses. Voilà pour le Portugal. Le Portugal, donc, qui a de bonnes armes C'est à plaisant. disposition, c'est C'est plaisant. plaisant, vous allez aimer ce qui va se passer. Ils vont peut-être pas gagner, ils vont peut-être prendre des contres, mais en tout cas c'est un Portugal assez offensif, un Portugal qui s'entend, Cristiano Ronaldo qui arrête pas les selfies avec Quaresma, un Portugal avec une nouvelle génération qui est en train de rencontrer l'ancienne. Ça me fait penser à 2004 quand t'as Rui Costa, Figo qui termine et Cristiano qui arrive. C'est un peu pareil. Alors peut-être 2004 avec un happy end cette fois pour le Portugal, hein, qui sait. Une dimension aussi que tu as oublié, Sergio, c'est le sélectionneur qui a changé, hein, puisque Très, très cette bon. fois c'est Fernando Santos. Très bon, qui était l'entraîneur de la Grèce en 2014. On se souvient que la Grèce a fait un beau tournoi, ils avaient été en 8e de finale, ils étaient à 2 doigts de se qualifier pour les quarts de C'est finale. pour ça Antonio Conte, tu vois. D'accord, ok. Peu, Tacticien intéressant, défensif. C'était en quart de finale de l'Euro 2012 aussi. Et il était en quart de finale de l'Euro 2012 avec quelle équipe? Bah, la Grèce. Ah, la Le Grèce. gros problème Ah, bah juste oui, pour oui. le Portugal, Ouais, mais je me rappelle plus non plus, mais juste Ouais. un gros problème avant de parler de Oui. l'arbitrage. Le groupe pas facile. Autriche, Islande, c'est pas la Roumanie, l'Albanie. Et en 8e, ils peuvent se taper l'Italie ou la Belgique. Ouais, Le ça- deuxième de l'autre groupe. Et en quart, l'Angleterre ou je ne sais quoi. Ce sera pas la France qui va rencontrer la Pologne, l'Autriche. Enfin voilà. Donc ça Attention. peut être difficile par contre. Donc à ce Digérer. niveau-là, le Portugal s'en sort ce soir contre l'Islande. Ben, je connais pas assez l'Islande, mais vu que l'Islande vaut les Pays-Bas, ça peut être serré. Ça peut être serré, donc attention, hein, ne pariez pas tout de suite 5-0 pour le Portugal, sous prétexte que c'est l'Islande. L'Islande est une bonne équipe, on vous aura prévenu. Hein. Voilà, il est à présent 17h49 au Morito FC sur RBS. Vous écoutez le Morito, la quotidienne, 17h-18h tous les jours, pour parler de l'Euro du lundi au vendredi. On va parler à présent un petit peu d'arbitrage, puisque nous avons sur le plateau du Morito FC aujourd'hui un arbitre de grand talent qui est là, qui n'arbitrera peut-être pas au niveau international un jour, Sans mais doute pas. en tout cas qui a déjà pratiqué un petit peu cette discipline de l'arbitrage au niveau du football. Peut-être d'avoir un petit mot, Valentin, sur ta carrière d'arbitre, si je puis dire. Très 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 courte carrière, on va dire. Ouais, ouais, après J'ai, juste savoir voilà, de quoi il j'ai- s'agit. T'as arbitré 2 J'ai- tournois de famille? Au-delà des tournois de famille, j'ai arbitré officiellement, mais plus en Lorraine. Bon, là, je suis en Alsace, alors c'est peut-être plus mal vu, on va dire. Non, non, ça va. On n'est pas raciste. On est tolérant. On est bien accueillis ici, ça va. Les Alsaciens ne sont pas racistes. Et donc voilà, j'ai fait quelques années d'arbitre central en district en Lorraine et à la touche aussi. Voilà, après j'ai pris du temps, j'ai mis ça entre parenthèses. Après au niveau de l'arbitrage, ce qui moi, enfin quand je regarde des matchs, il y a souvent des choses qui m'interpellent et qui peuvent, enfin dans le football plus largement en fait, qui m'énerve, c'est que ce soit les commentateurs ou dans les stades, il y a aucun respect, je trouve, pour la Ah, c'est personne le punching ball, hein. de l'arbitre. Alors Bouc émissaire. Le bouc émissaire, ouais. bouc émissaire et Sauf vous êtes noté sur l'équipe maintenant. Dans l'équipe, ils notent les arbitres depuis cette année. oui, bah entre arbitres aussi, les arbitres sont tout le temps notés Par la leur- DNA. voilà.
par leurs confrères. Et donc voilà, enfin ce qui peut être énervant, c'est aussi des joueurs comme Pépé par exemple, Qui râle tout le temps, qui truc. Je crois que je finirais par le taper si j'étais arbitre. D'accord. Enfin, c'est hyper énervant, mais du coup, ce qui peut être rageant pour moi, qui suis aussi éducateur dans la vie, dans mon métier, c'est que ça donne aussi des exemples à des gamins qui après vont aussi reproduire peut-être ce genre de gestes et il faut apprendre à respecter l'arbitre parce que l'arbitre peut aussi faire des erreurs humaines comme un Lukaku qui va mettre la balle au-dessus. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on valorise pas l'arbitre dans ce qu'il fait de bien. Quand un arbitre fait un bon match, parfois il y a des hors-jeux millimétriques impossibles à détecter à l'œil nu. Le gars il le voit et là je me dis putain chapeau le gars quoi. Alors là par contre il y avait le négatif. À la fac il y avait un truc qui s'était créé, le CALF. Ah oui, très intéressant. Il faisait que applaudir les arbitres. C'est-à-dire que tu dis eux on était avec aussi. C'est-à-dire que ces gars-là dès que l'arbitre faisait quelque chose, je sais plus dire ce que c'était. Supporter d'arbitre. Voilà exactement. Collectif allez le foot c'était. Ah. Quelque chose pas plus précisément. Très très consensuel comme ça. Donc voilà, on allait à la méno et puis dès qu'il y avait une belle action de l'arbitre, on saluait. Ah ouais. Et le fair play des joueurs aussi. D'accord, vous étiez vraiment, vous valorisiez le bons points. Voilà. Ça n'a pas duré très longtemps, mais et tu parlais c'était valorisé. Il y a quelque chose qui t'énerve, c'est le cinquième arbitre qui prend tout. Donc tu me parlais de ça en dehors. Tu disais que le cinquième arbitre c'est celui qui se fait insulter constamment par les coachs, qui prend la pression de tout le monde. Oui, le quatrième arbitre. Ouais. Donc oui, celui qui est dehors. Et on n'en parle jamais. Donc celui-ci c'est difficile parce que lui il l'a déjà fait et dit justement cette position-là, elle est difficile à vivre. Mais tu vas nous en parler. Moi après à mon niveau c'était plus en tant qu'arbitre de touche. On se prend souvent des enfin bon, lève ton drapeau. Peut-être les canettes aussi, parfois. Bon, ça dépend de la teneur du match. Mais au niveau international, je pense que voilà, l'arbitre qui lève un rôle de psychologue pour cet arbitre quatrième qui prend tout sur lui, enfin qui prend les insultes, qui prend du Guardiola, qui l'enlace. Ça qui est pris en tenaille entre deux coachs qui gesticulent, c'est ça, entre les deux coachs, entre tout le monde, entre aussi les supporters qui sont derrière. Et c'est vrai que c'est pas. Oui, en plus et les joueurs sur le terrain, les coachs sur les côtés, et le public derrière. Voilà, t'es mis dans une petite boîte et tu te prends tout dans la tronche. Tu prends tout sur toi. Alors peut-être au niveau de 7 € et puis au niveau du représentant français, puisqu'il y en a un, je crois. Donc Clément Turpin, la légende. Donc 34 ans. Tu nous disais que t'espérais voir la France éliminée tôt pour que Clément Turpin puisse aller loin. Ça va pas de pair ça. Moi je m'en fiche. Si Clément Turpin il peut faire les matchs qui concernent pas la France, enfin c'est. S'il y a une finale, mais s'il joue en finale, s'il y a la France, il y a une demi, il pourra pas déjà. Il y a des on va dire des médisants qui disent que Clément Turpin a été sélectionné pour représenter la France parce que c'est en France, qu'il en fallait pas forcément le niveau. Pistonné. Un pistonné. Maintenant je sais. Mon avis sur Clément Turpin, je pense que c'est quelqu'un qui justement il a 34 ans, donc il est arrivé là très très rapidement et il a une certaine, je trouve qu'il il fait des bons matchs. Après, s'il y a eu des erreurs dans le championnat de France, ça peut arriver. Je demande aux gens et aux auditeurs d'être indulgents sur les erreurs qu'on peut faire. Maintenant on va voir tout à l'heure là Autriche-Hongrie, on va voir ce qu'il va faire, s'il va être. Ah donc c'est lui qui arbitre. C'est lui qui officie tout à l'heure, ouais. D'accord, donc dans 5 minutes voilà. Clément Turpin, si vous voulez voir, si vous vous en foutez de l'Autriche, de la Hongrie, vous voulez voir Clément Turpin, vous aimez la France, vous avez votre représentant sur ce match. Toi tu regardes les arbitres, t'isoles ton œil sur l'arbitre quoi. À la télé c'est difficile parce que on peut pas voir. Pas toujours dans le champ. Ouais. Voilà, mais quand on est en match, j'aime bien regarder le placement de l'arbitre parce que c'est le placement, c'est le plus important en fait, le placement. Si l'arbitre est 20 mètres derrière, comme hier, il y a une faute au rond central où il se prend un jaune, l'Italien, où il prend l'autre joueur par le cou. Et si l'arbitre était mieux placé, il aurait peut-être pu sortir le rouge parce qu'il était vraiment, c'était vraiment une annihilation d'action de but manifeste. Voilà, c'est ça. Et Ramos en finale de la Ligue des Champions. Est-ce que tu te rappelles de la scène quand il découpe un mec de l'Atlético aussi, dans le rond central sur une contre-attaque, et en plus le tacle en lui-même était vachement hard. Dangereux, il n'a eu qu'un jaune, ouais. Donc c'est tout ça et aussi, c'est du placement et c'est aussi du jugement. De l'anticipation, du jugement. C'est du jugement de l'arbitre, c'est comme pour. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'arbitrage? Est-ce que c'est parce que t'étais mauvais au foot? T'avais besoin d'argent? Non.
Il Non, est mais gentil. c'est bien connu que les arbitres Voilà, non, gagnent mais- très bien leur vie. Non, mais il sait très bien que j'étais mauvais au foot vu qu'on jouait ensemble. Alors non mais qu'est-ce qui t'a amené vers l'arbitrage? C'est vrai que c'est pas quelque chose où les gens vont instinctivement, on a toujours du mal dans les clubs à en retrouver, alors que c'est très important, on est d'accord. Donc Bah- qu'est-ce qui à un moment fait qu'on passe de l'arbitrage et qu'on arrête? Tous les arbitres ont joué au foot, j'ai l'impression. Oui, bah tous les arbitres ont joué au foot. Souvent, ça peut être aussi des personnes qui sont blessées. Bon, moi j'étais gardien et je me suis blessé et voilà, je pouvais plus pratiquer le foot comme je l'entendais à mon poste. Donc je suis passé à l'arbitrage parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet de grandir soi-même, de prendre des responsabilités. Faut réagir dans l'action, dans l'urgence. Prendre des décisions qui peuvent, on le voit souvent, qui peuvent donner un tournant difficile à un match et Provoquer des réactions émotionnelles quand on est dans son match, les Et joueurs voilà. Et parfois surtout quand réagissent on- voilà. effectivement. quand on officie à petit niveau, derrière on peut se prendre, ça peut être dangereux parfois. Enfin, il y en a qui ont Je déjà. pense que les arbitres devraient prendre des déjà cours de vécu ça. psychologie parce que t'es toujours en train de Ouais, faire de la c'est pas médiation. facile. C'est vraiment un rôle difficile, ouais. c'est intéressant. Les joueurs Ça, aussi alors. ça implique la psychologie, notamment les joueurs aussi peut-être devraient prendre Ouais, mais quelques- l'arbitre anime quelques quelque cours, ouais. chose. Moi, ce que je reproche en ce moment aux arbitres, c'est qu'il y a une starification de l'arbitre. J'aimerais qu'un arbitre soit un fantôme Tarification. et qu'on le voit pas. Ah ouais, Clément Turpin, Non, c'était il en Colina. rajoute, Colina, Colina, c'était le exactement. C'est parce que Ça t'as fait longtemps. 2-3 têtes Prince de aussi, gondole il y avait qui un sont- Suédois là. qu'on connaît, Ouais, Anders Frisk. Ouais, Anders Frisk. Ouais. Alors que j'aimerais bien qu'ils soient fades, qu'on ne les voit pas et qu'ils fassent leur travail quoi. Là, ils sont plus trop en noir parce que le noir Petite ça allait bien question, pour être. ouais, Exactement. l'homme en noir, c'était Exactement. Maintenant, on les met en orange, Ouais. en jaune fluo. Moi je suis bien. pour le retour de l'homme en noir, ça je suis complètement d'accord. Mathieu, là on peut militer, on peut faire une Moi, j'étais en pétition, noir. il y a pas de problème. Dernière question, Valentin, la vidéo, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Bah, la vidéo, je pense qu'on le voit tout doucement là avec la goal line technologique, ce que ça peut apporter sur certains matchs. Ça coûte cher pour pas grand chose la goal line. Oui, je suis d'accord. Ça coûte cher, mais Pour pas je pense grand-chose. que ça peut vraiment venir en soutien d'un arbitre pour. C'est mieux que. Ça va coûter cher, mais il y a peut-être un match où ça va sauver, le jugement de l'arbitre. Qui- Maintenant, est-ce que on peut rester au point où il y a juste les deux arbitres derrière le but Qui font Je sais beaucoup d'erreurs. Hein. Il y a quand même des erreurs malgré les mecs derrière le but. Ah oui. Alors c'est pas de leur faute, c'est un problème d'angle. Mais tu te rends compte que même si tu rajoutes des gens, ça va Ils pas disent forcément rien, en fait. faire l'affaire. Enfin, il y a beaucoup de matchs où Ils interviennent très rarement. pas, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Bah ils En interviennent. plus, ils ce sont communiquent des arbitres de champ en plus. Non mais ça c'est pas vrai qu'ils interviennent pas, Mathieu. Ils communiquent avec l'arbitre central sans faire de gestes. Donc c'est-à-dire qu'ils parlent et ils font pas de gestes, ils agitent pas de drapeau, ça effectivement, mais ils communiquent et C'était Je la veux faire radio. une carrière d'arbitre de surface. Tiens. De surface. C'est vrai qu'ils font pas grand chose. besoin de courir. Pas besoin de C'est courir bien, et ouais. tu lèves pas le Sur la- drapeau. Ça me rappellera mon temps de gardien. Je serai toujours sur la ligne. En plus. Voilà messieurs, il est l'heure de se quitter pour ce soir, il est 17h58. Dans 2 minutes, Autriche-Hongrie, à 21h, Portugal-Islande. On se retrouve demain 17h. On parlera bien sûr de ces matchs-là et on évoquera le match de l'équipe de France du soir qui aura lieu à Marseille, France-Albanie notamment. Ça c'est pour le programme de demain. Donc 17h, 18h sur RBS toujours. À demain, ciao ciao. Ciao, ciao.